Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce 4e numéro d'Économie. Au sommaire ce mois-ci, une question. Quels outils au service de l'économie et des entreprises? Pour répondre, Jean-Christophe Angelini, le président de l'Agence de développement économique de la Corse, sera mon invité. Produits de beauté, eau de source, maison en bois ou artisans bouchers, nous sommes allés à la rencontre de chefs d'entreprise et d'artisans. Ils nous diront quelles sont leurs attentes et interpelleront directement le président de l'ADEC. Un sigle qui sonne comme le nom d'un robot d'une célèbre saga de science-fiction, SRDE2I pour Schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation. De quoi s'agit-il? Ce sera le décodage avec Dominique Spinosi. Comment accéder aux aides aux entreprises? À qui s'adresser? Ce sera l'info pratique avec Linda Gendre-Perrette. Et puis comme chaque mois, notre feuilleton consacré à l'économie au quotidien avec une nouveauté, la découverte du monde de l'entreprise par des collégiens. Mais pour commencer, un instantané sur l'économie corse en ce début d'année 2017. C'est le JT de l'Écho avec Geneviève Windreau. Une première pour Air Corsica, les salariés réunis pour la présentation du projet d'avenir de la compagnie aérienne. La situation financière est bonne, mais face à la concurrence des low cost et à la baisse des subventions de services publics, l'entreprise doit faire des économies. On parle d'une réduction générale de 15 millions, mais sur 3 ans. Le plan prévoit des non-remplacements de départ à la retraite, mais pas de licenciement. Très faible mobilisation annoncée aux élections syndicales des TPE, les entreprises de moins de 11 salariés. Les résultats seront connus le 3 février. Le taux national de participation serait de 7 à 8% selon la CFDT, soit 2 à 3 points de moins qu'en 2012. Nouvelle génération au tribunal de commerce d'Ajaccio. Frédéric Benetti, 45 ans, succède à Paul Scalia à la présidence. C'est le plus jeune président des tribunaux de commerce de France. Il dirige avec son frère une entreprise de plomberie chauffagiste de 17 salariés. En ce début 2017, l'économie insulaire reste convalescente. J'ai rien inventé en disant que la fiscalité pesait sur les entreprises. C'est un discours qui est tenu par l'ensemble des politiques. Ils cherchent d'ailleurs une solution pour baisser cette pression. L'économie, l'état de l'économie, tout le monde connaît bien évidemment l'état de l'économie qui reste quand même fragile, même si on sent qu'il y a une petite reprise, mais il y a des particularismes insulaires qu'il faut surmonter. La Corse, territoire très attractif, sa démographie est toujours dynamique. Grâce au solde migratoire, l'arrivée de nouveaux habitants, la population est de 324 000 personnes, 26 000 de plus en 10 ans. Ces habitants s'installent à proximité des villes et sur le littoral. Des entrepreneurs corses au Salon mondial de l'innovation à Las Vegas. Soutenus par l'Agence de développement économique, 5 d'entre eux ont fait le voyage aux États-Unis. L'enjeu, élargir leur marché. La folie, c'est de croire que si un projet est bon, parce qu'il vient de Bastia, on ne va pas le considérer. On est dans un monde, celui de l'économie numérique, où l'ouverture intellectuelle est totale, où la seule chose qui intéresse les investisseurs et les acteurs économiques, c'est l'opportunité du projet et la qualité de son exécution. Donc encore souvent, on aurait des complexes, ils sont totalement illégitimes. Aujourd'hui, donc, on se développe, on a autant de monde aujourd'hui en Belgique et en Angleterre qu'en Corse, mais ça reste des marchés à développer, et d'où l'opportunité et la chance d'aller à Las Vegas. Las Vegas et l'innovation, nous allons y revenir dans cette émission. Mais tout d'abord, l'économie, vous le savez, utilise beaucoup d'acronymes. Ces sigles composés de plusieurs lettres, il faudra désormais s'habituer à un nouveau sigle, le SRDE2I. La Corse, comme les autres régions, s'en est dotée. Mais de quoi s'agit-il? À quoi va-t-il servir? C'est le décodage. Et ce décodage, c'est en votre compagnie, Dominique Spinosi. Bonsoir. Le SRDE2I a été voté au mois de décembre dernier par l'Assemblée de Corse. Question toute simple. Kesako, de quoi s'agit-il? Vous l'avez dit dans le sommaire, c'est un robot. Non, plus sérieusement, c'est effectivement l'acronyme du schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Entendez par là la future Bible économique de la Corse, le PADUC de l'économie en quelque sorte. Une remise à plat, une refondation de l'économie insulaire, ce sont en fait les grandes orientations de demain. À noter toutefois que chaque région doit en posséder un. Ce document, élaboré de manière participative avec les acteurs économiques, s'appuie d'abord sur un constat. J'en résume l'esprit. Le modèle économique de l'île est tout d'abord fragile, déséquilibré et inégalitaire. Un Corse sur 5 est en situation de pauvreté monétaire. La région compte un peu moins de 22 000 chômeurs. Enfin, les très petites entreprises majoritaires en Corse sont en proie à de nombreuses difficultés. Et à partir de ce constat,
Quelles sont les propositions de l'ADEC? Alors, la réponse politique est la suivante. Initier une démarche de riacuiste économique en référence au riacuiste politique, mouvement des années 70 de réappropriation de la langue et de la culture corse. De cette démarche, donc, se dégagent plusieurs grands objectifs. Tout d'abord, le développement structurel, la diversification, l'équilibre, la solidarité et enfin la justice sociale. Voilà de grands et nobles objectifs, mais concrètement, cela va se traduire par quoi? Alors, tout d'abord, donc, un développement basé sur la maîtrise des secteurs stratégiques, l'énergie, l'eau, les transports, les déchets, etc. Secondo, la diversification du tissu économique est au cœur de ce schéma. Pour cela, une série de leviers est proposée, à commencer par un soutien de l'effort en matière de recherche, développement et innovation dans le secteur privé. Permettre la croissance et le renouvellement du tissu économique, cela passe également par le soutien à l'entrepreneuriat avec un levier clé, la mise en place par l'ADEC d'une plateforme unique, je dis bien, de soutien financier. Enfin, autre idée force, le renforcement des échanges avec la Méditerranée et avec l'Europe. Alors le troisième objectif, et non des moindres, c'est l'équilibre territorial. Alors dans ce chapitre, je prendrai l'exemple du tourisme, avec comme orientation un tourisme durable basé sur l'identité et réparti sur les différents territoires. Autre exemple, les zones de montagne. Là, il s'agit d'impulser une politique économique de la montagne via le comité de massif. Nous en avons beaucoup parlé dans nos différentes éditions du Corsigazère. Enfin, en ce qui concerne la solidarité et la justice sociale, les principales orientations sont la réduction du chômage, l'augmentation du taux d'activité, la réduction du travail précaire, bien sûr, et enfin la réduction de la part des jeunes en marge. Alors Dominique, dernière question, y a-t-il une deadline? Quelle échéance pour la mise en œuvre de ces grandes orientations? Eh oui, Stéphane, il y a bien sûr une notion de temps à prendre en compte. Transformer en profondeur le tissu économique, c'est un peu comme Rome, cela ne se fait pas en un jour. L'échéance de ce schéma est donc à horizon 2025. Un dernier mot, Stéphane, sur le modus operandi. Je vous le disais en préambule, ce document sera le Saint Graal économique de la Corse. J'en veux pour preuve, tous les actes des intercommunalités et des chambres consulaires devront être compatibles avec les orientations du SRDE2I. Ce sera donc la collectivité territoriale, en quelque sorte, chef de file. Merci pour toutes ces explications, Dominique Spinosi. Pour aller plus loin, justement, je reçois maintenant Jean-Christophe Angelini, le monsieur économie de l'Assemblée de Corse. Bonsoir Jean-Christophe Angelini, Bonsoir, vous êtes Stéphane. le Bonsoir président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse. En votre compagnie, nous souhaitons donc mieux comprendre qui fait quoi en matière de politique économique, quels sont les moyens et les outils, quelles sont également les priorités. Dans un instant, nous irons aussi à la rencontre de chefs d'entreprise qui vous interpelleront directement sur certaines questions. Naturellement, il est difficile de tout aborder, mais tout d'abord, on dit souvent que les élus sont déconnectés de la réalité. Avant de devenir président de l'ADEC, quel était votre rapport à l'économie et au monde de l'entreprise? Il a toujours été très, très important pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été élu à l'Assemblée de Corse en 2004. J'étais à l'époque le Benjamin de la collectivité territoriale. Et dès les premiers jours de mon élection, j'ai voulu, en tant qu'élu d'opposition à l'époque, participer aux travaux de l'ADEC. Au sein du conseil d'administration, bien sûr, mais également du bureau. 12 ou 13 ans après, j'ai le plaisir et l'honneur d'en être le président. Mais cette période-là, elle a donc été précédée de 2 mandatures, sur la droite et sur la gauche, durant lesquelles j'ai pu effectivement mieux connaître les mécanismes que nous proposions et tout le dispositif qui est déployé en matière de soutien à l'économie. Deuxièmement, je suis moi-même issu du monde de l'entreprise. Donc c'est un univers dont je connais les codes, les acteurs, les enjeux, et auxquels j'ai envie de contribuer, non pas uniquement pour le gérer ou l'améliorer à la marge, mais pour le transformer et l'aider, tant je suis persuadé que l'avenir et l'émancipation de la Corse passent par le développement économique. Alors justement, on vient de voir le SRDE2I, Schéma régional de développement économique, innovation, internationalisation. Est-ce que ce n'est pas une usine à gaz? Encore un cadre très large, mais pour faire quoi? Non, ce n'est pas une usine à gaz. Et pour être clair, nous ne l'avons pas voulu dans les termes où nous a été imposé
entre guillemets, par le législateur, mais s'il avait fallu de toute manière que nous élaborions un document, nous l'aurions fait en toute hypothèse, peut-être dans un cadre un peu moins rigide, mais je tiens quand même à dire, et ça a été salué par l'Assemblée, qu'il a voté à une large majorité en décembre dernier. C'est un document qui a quand même été élaboré de manière très collégiale. On a associé plus de 500 acteurs au processus de co-construction, qui a effectivement laissé des latitudes et des marges de manœuvre importantes au marché et aux acteurs économiques, parce que nous ne croyons pas à l'ADEC à un développement planifié ou rigide. Au contraire, nous pensons qu'il faut aujourd'hui une économie ouverte, attractive, qui soit fluide et qui, à un moment donné, soit libérée d'un certain nombre de carcans et de contraintes d'ordre essentiellement administratif ou fiscal. Et en même temps, ce document, nous l'avons voulu en thèse avec son temps. Et quand je vois ce qui a été produit par ailleurs, puisque comme le rappelait Dominique Spinosi, c'est un document qui a été élaboré en tout point du territoire, on voit bien que celui qui a été élaboré par la Corse et pour la Corse, il fait quand même école dans de nombreux domaines. Souvent, les chefs d'entreprise nous disent que les services de l'ADEC, en règle générale, ou en tout cas la façon dont les aides se mettent en place, sont parfois un petit peu déconnectés de l'attente réelle des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui va pouvoir changer demain? J'ai presque envie de vous dire maintenant. Ils avaient raison. Stéphane Houchat, ils avaient raison, parce que pour l'essentiel, on avait, et je l'ai souvent dit, y compris publiquement moi-même, une ADEC, il ne faut pas faire de langue de bois, qui avait tendance à évoluer à côté des réalités quotidiennes. C'est-à-dire que souvent, il y a une demande d'aide, il y a une attente, et ça intervient plusieurs mois, c'est-à-dire bien plus tard, lorsque le chef d'entreprise en a besoin. Vous aviez deux sujets. Vous aviez un sujet essentiel d'adaptation des aides aux réalités d'exploitation de l'entreprise, au sens où nous proposions des aides et des dispositifs qui n'étaient pas forcément adaptés au démarrage, au développement, à l'activité, aux entreprises liées à l'innovation technologique, par exemple, etc. Donc on avait à un moment donné des dispositifs qui n'étaient pas forcément en thèse avec l'économie que nous appelons de nos voeux. Et on avait également, ça a été dit et c'est vrai, des délais d'instruction et de libération des aides qui étaient trop longs et qui ne correspondaient pas, là aussi, aux besoins d'une entreprise, d'autant qu'en Corse, on le sait, on a pour l'essentiel 90-95% de TPE. Les très petites entreprises de moins de 20 salariés et souvent moins de 5 salariés. Qui ne sont pas en capacité de déployer l'ingénierie que vont déployer des PME ou des groupes plus importants. Donc il faut se mettre à la place du chef d'entreprise, raisonner avec ses outils, ses moyens, ses contraintes, son manque de temps, le fait qu'il a souvent, pardonnez-moi l'expression, le nez dans le guidon, et ce que l'ADEC doit faire, c'est lui faciliter la vie, pas la lui compliquer. Donc aujourd'hui, on a tourné la page des errements du passé, et le SRDE2I propose une ingénierie d'aide technique et financière qui est tout à fait révolutionnaire, et je pèse mes mots. Elle est, je crois, très intéressante et en rupture nette avec les errements du passé, du point de vue de l'adaptation et du point de vue des délais. De manière plus générale, dans le SRDE2I, on parle de se réacquister en matière économique, on le comprend en matière culturelle. D'un point de vue économique, ça veut dire quoi? Mais Dominique Spinosi l'a très bien dit. Elle a plaidé pour le SRDE2I aussi bien, sinon mieux, que nous l'avons fait durant le débat qui a permis qu'on le vote à une large majorité. Il y a d'abord la maîtrise de nos choix stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça a été dit, l'eau, l'énergie, les déchets. Vous n'avez pas le sentiment qu'on enfonce des portes ouvertes là, non, Christophe pas du tout. Et quand je m'aperçois, pour ne prendre que ces trois domaines-là, ce que je viens de citer, des emprises que l'on dessert, quand je vois les lobbies, les intérêts acquis, les corporatismes que l'on bouscule, je pense aux déchets, mais pas seulement, je me dis qu'il y avait nécessité de redonner à la Corse les moyens de maîtriser ces secteurs stratégiques. Car sinon, que se serait-il passé et que peut-il encore se passer dans d'autres domaines? On peut avoir un glissement, pour ne pas dire une prédation, et des secteurs qui, à un moment donné, je ne parle pas que de privatisation au sens des concessions, des DSP, etc. Je parle également de secteurs qui auraient donné lieu à des mouvements et à des mainmises qui nous inquiètent au plus haut point. Donc, sans porter de jugement de valeur, ni développer de procès d'intention, ce que nous voulons aujourd'hui, on l'a fait déjà dans pas mal de domaines, c'est rendre à la Corse les attributs d'une maîtrise. Et deuxièmement, ça a été dit également, il faut diversifier. La Corse ne peut pas vivre ad vitam aeternam sur un modèle basé uniquement sur la rente, de manière générale, et plus particulièrement sur celle issue des transferts publics ou privés, du tourisme ou du bâtiment, activité que nous respectons au plus haut point et que nous engageons quotidiennement à revisiter, à dynamiser et à installer dans une logique d'efficacité et d'attractivité. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, le thermalisme, la filière bois, la filière PAM et cosméto, la filière des énergies renouvelables, l'économie circulaire, tout ce qui a trait à la croissance bleue, l'artisanat et le commerce de proximité, l'économie sociale et solidaire, tous sujets qui ont été soit trop peu abordés, soit totalement abandonnés,
ces 10 ou 20 dernières années, doivent être réinvestis par la puissance publique. Et c'est ce que l'ADEC a à cœur de faire, développer les filières avec un maître mot, l'innovation. C'est ça qui sous-tend l'ensemble de nos politiques. Avant d'aller à la rencontre de chefs d'entreprise, une politique, ce sont aussi des moyens. Quelles seront les ressources dont vous allez disposer pour mettre en place toutes ces aides aux filières? Et on l'a vu, il y a une situation économique aussi difficile, avec un taux de chômage important, avec un corps sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Quelles seront les ressources dont vous allez disposer? Quel sera votre budget? L'économie ne supporte pas la langue de bois, et de ce point de vue-là, au moins, je suis comme elle. Donc il faut parler cash. Aujourd'hui, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il faut le dire clairement. Il y a un contexte de tension sur les moyens publics, et on l'a vu notamment à l'aune des difficultés budgétaires qu'a rencontré la majorité du Conseil exécutif lorsque nous avons accédé à des responsabilités nouvelles en décembre 2015. Mais aujourd'hui, au confluent des efforts de redressement que nous avons entrepris et qui commencent à porter leurs fruits, en même temps que, je dirais, de l'inventivité dont nous avons fait preuve pour trouver au comité de massif, dans la dotation de continuité territoriale, dans la 4e convention d'application du PMI. Mais pour un effet de levier, Jean-Christophe Angeli, il faut quand même des moyens, il faut des ressources financières. J'y arrive, Stéphane Auchat. On a trouvé des moyens tout à fait considérables. L'ADEC, 2 chiffres, 2015, à une époque où, budgétairement parlant, nous étions, soi-disant, dans une époque bénie. 9,3 millions de crédits à l'action économique. 2016, 13,5 ou 14. 2017, montant confirmé, consolidé et amplifié par les 10 millions du PEI que nous avons obtenus au titre des assises des TPE. Sans compter les fonds communautaires, je pense par exemple au FEDER ou à certaines mesures du FSE. Donc vous voyez bien qu'avec une force de percussion de l'ordre de 20 millions d'euros, fonds communautaires inclus, on est dans un doublement de l'enveloppe et des crédits à l'action économique que nous avons trouvé en 2015 lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. On a donc des moyens qui s'ajoutent à ceux de la CADEC, de la plateforme Corse Financement, de la BPI lorsqu'elle est sollicitée, de financement, et de tous les outils qui participent d'une ingénierie financière revisitée. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre donc de ces chefs d'entreprise, l'occasion de découverte dans cette émission, mais aussi de savoir quelles sont leurs attentes à l'égard du politique et en particulier de l'Agence de développement économique de la Corse. Difficile d'être exhaustif naturellement, mais pour commencer, le bâtiment et un entrepreneur qui a effectué une reprise d'entreprise, Denis Baldou, qui est installé dans la région bastiaise. Maya Gradian et Tariq Kaldi sont allés à sa rencontre et il vous posera une question à la fin de ce reportage. Un chantier à vitesse grand V. C'est une structure qui fait 100 mètres carrés. Nous avons monté le gros œuvre en 6 jours, isolé. Denis Baldou qui est à la tête d'une entreprise de bâtiments et de travaux publics à Luciano. Aujourd'hui, nous livrons nos maisons clés en main en 4 mois. Il faut compter 1 mois de fabrication et les 3 autres mois servent à l'élévation de la structure et aux finitions. Matériaux, bois et polystyrène. Résultat, une maison 100% recyclable et passive. Comprenez qui produit plus d'énergie que ce qu'elle en consomme. Le must en matière de construction, puisqu'elle respecte la réglementation thermique qui sera applicable dès 2020. Coût entre 1 400 et 2 000 € le mètre carré. Pour Denis Baldou, qui c'est la maison du futur, jusqu'à l'année dernière, il était employé. Quand il a repris sa boîte grâce à une subvention de l'ADEC, il a voulu se diversifier et il a parié sur un deuxième produit, la construction démontable. L'une de ses premières commandes, c'est ce chantier pour une paillote balanine. Nous avons une bâtisse existante en dur sur cette partie ici. Tout ce que vous voyez en coloré, c'est du 100% démontable. À la place du bar existant qui va être démoli, nous reconstruisons une structure en ossature bois avec les terrasses et les pergolas qui, elles aussi, seront enlevées après la saison. Pour mener à bien son projet, il a dû investir 80 000 € de matériel, 10 000 pour former ses employés et 20 000 € de communication, car pour remplir le carnet de commandes, il faut se faire connaître. La période de commercialisation et la réalisation des travaux, ce laps de temps met en difficulté notre trésorerie. Aujourd'hui, la difficulté, c'est le lancement et l'exécution des premiers travaux pour avoir un retour sur investissement. L'entrepreneur pense atteindre l'équilibre d'ici 1 à 2 ans. À terme, il espère bâtir des maisons en bois 100% made in Corsica.
Monsieur Angelini, la question qui peut se poser pour nos structures innovantes, c'est de quelle manière vous pouvez intervenir ponctuellement sur nos difficultés en trésorerie. Alors Jean-Christophe Angelini, est-ce que c'est aux politiques, aux structures publiques d'accompagner, d'aider les chefs d'entreprise dans ce cadre-là? Alors clairement oui, mais pas à fond perdu au sens de la subvention directe, telle qu'elle a été pratiquée pendant des années et qui aujourd'hui ne correspond plus en gros à la réglementation communautaire dans les proportions et modalités que l'on a connues, pas plus à mon avis qu'à l'éthique d'une économie, de l'innovation et de l'audace qui à un moment donné ne peut pas être perfusée en permanence. Donc pour revenir à cette question de la trésorerie justement. Question de la trésorerie, alors d'abord l'entreprise est exemplaire. On la connaît bien, ça a été dit, on l'a un peu accompagnée à un moment donné, mais très honnêtement, je crois qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'accompagnement. Elle vit aujourd'hui un développement qui est très intéressant dans un domaine clé, on l'a dit, le domaine notamment du bois et de la forêt. Plus précisément sur l'ingénierie de financement. Aujourd'hui, on a effectivement, je l'ai dit un peu plus tôt, des crédits et des moyens d'action qui sont réels. Nous pensons que dans le vaste dispositif de l'ingénierie de financement de l'économie, manque peut-être un ou deux aspects. Comme dirait quelqu'un, il y a des trous dans la raquette. Donc on va voir ça à l'aune du SRDE2I. Et que pense-t-on? Qu'il y a aujourd'hui un besoin en amorçage ou en trésorerie, qui se situe en gros, pour être précis, entre 0 et 100 000 euros, avec une moyenne entre 50 et 60 000 euros, pour des entreprises qui, à un moment donné, comme c'est le cas pour celle-là, en matière de prospection, de communication, de trésorerie, ponctuellement, ont besoin donc d'un petit supplément. Donc à ce moment-là, nous pensons qu'il faut effectivement solliciter les outils de financement qui existent, avec une demande politique qui est celle-là, à laquelle, je le crois, ils répondront. Un deuxième sujet également, lorsque les entreprises, et ce n'est pas le cas, je le sais de celle-là comme de beaucoup d'autres, traversent des difficultés, nous avons également mis en œuvre un dispositif, SFID, Sostegno e Finanziamento delle Imprese in Difficoltà o in Adattazione, donc un acronyme qui désigne le soutien aux entreprises en difficulté ou en mutation, et qui permet, sur les charges fiscales et sociales, sur un certain nombre de contraintes que l'on peut évaluer, RSI, URSSAF, etc., d'agir au bon moment et d'éviter à des entreprises d'aller vers le tribunal de commerce. Jean-Christophe Angelini, l'une des questions qui est posée à travers ce reportage, c'est aussi l'avenir de la filière bois. Oui. On n'arrête pas de parler depuis des années de la relance de cette filière. Vous avez présenté il y a quelques jours un nouveau plan pour impulser une nouvelle dynamique. Qu'est-ce qui va permettre aujourd'hui de relancer cette filière, en sachant que, on le rappelle, le paradoxe, c'est que la Corse est aujourd'hui la région de France la plus boisée et on continue d'importer du bois. C'est très vrai, c'est même pire que ça, parce que non seulement on continue à en importer massivement, de l'ordre de 98% à peu près, mais en plus, depuis des années, vous l'avez fort justement rappelé, on essaie les uns les autres de développer cette filière avec, il faut le dire, un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, on a quand même deux cadres nouveaux que je veux rappeler. Le premier, c'est la stratégie filière bois-forêt, avec une gouvernance nouvelle et un certain nombre d'objectifs beaucoup plus ambitieux, qui a été voté par l'Assemblée de Corse en septembre dernier. Deuxièmement, et vous l'avez dit, nous avons lancé conjointement avec l'ODARC et mon collègue et ami François Sargentini des appels à projets filière bois-forêt avec 3,5 millions d'euros que nous mettons sur la table pour développer dans les mois qui viennent un certain nombre d'outils. Et nous avons déjà, je veux le dire aux téléspectateurs, aux Corses qui nous regardent, un certain nombre de projets qui nous reviennent de scierie, de menuiserie, de charpentier, de deuxième transformation, tout sujet qui nous intéresse au plus haut point et que l'on va maintenant réussir à développer parce qu'on y met des moyens qui, à ce jour, n'avaient jamais été mis. Ça va permettre de rendre compétitif le bois corse par rapport aux autres matériaux importés? C'est un processus qui est global, Stéphane Ouchati. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de développer uniquement le secteur privé, même s'il est la clé, sans agir en amont sur d'autres leviers. J'en cite deux. Le premier, c'est la certification. On a l'exemple du bois des Alpes, qui est le plus connu, et qui avait d'ailleurs donné lieu il y a quelque temps à un voyage d'études. Il faut certifier un certain nombre de bois corses, et je pense par exemple au Pinlariccio. Certification qui est en cours, et qui, je crois, depuis l'ODARC, devrait aboutir dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça permettra d'activer un second levier, qui est la part du bois dans la commande publique. Nous avons, comme vous le savez, avec le Conseil exécutif, entrepris de booster la commande publique. Nous voulons, dans les temps qui viennent, générer quelque chose comme 80 à 100 millions d'euros d'investissement par an, infrastructures, routes, etc. Sur la construction de bâtiments nouveaux, nous devons incorporer le bois. Je pense que la moyenne d'introduction du bois dans la commande publique en Corse doit être entre 1 et 2%. On peut
la doubler au cours des années qui viennent. Et si on la porte à 3, 4 ou 5 points assez rapidement, ce seront autant de dizaines de milliers de mètres cubes de bois local que l'on va injecter dans la construction et donc dans l'économie. L'artisanat maintenant, on a l'habitude souvent de dire que c'est la première entreprise de France et la Corse n'y échappe pas. Maya Gradiani et Tariq Kaldi sont allés dans l'intérieur pour suivre une petite entreprise familiale de boucherie-charcuterie de 4 personnes. Jean-Jacques Reynoz, son épouse, leur fils et un jeune du village nous font découvrir cette ruralité. 7h du matin. Dans leur laboratoire, les Reynoz, père et fils, sont à l'œuvre depuis plus d'1 heure. La plupart des commandes sont prêtes depuis hier soir. Reste à préparer les dernières, puis à charger le camion. Jean-Jacques Reynoz est boucher charcutier à Vellonor-Neto depuis 40 ans. On a des tournées tous les jours, du matin au soir. Et ces tournées, il les fait au volant d'un camion frigorifique flambant neuf. Il l'a changé en avril 2014, coût 110 000 €, dont 40 000 subventionnés par l'Agence de développement économique de la Corse. Premier arrêt, Taglio Isolaccio. Les clients sont fidèles. Dans leur sac, de la viande bien sûr, mais pas seulement. Il a de l'épicerie, on prend du sucre, de la farine, il a pas mal de choses. Ça dépend, parce que bon, il faut savoir conduire, il faut descendre à folie. Jean-Jacques, lui, visite en moyenne une dizaine de villages par jour. Dans la semaine, je fais 300 km. On sort tous les jours, je veux dire, à part s'il neige, mais sinon, on sort tous les jours. Entre 2 clients, le boucher prend les commandes, les livre à ceux qui ne peuvent se déplacer et prend aussi le temps de discuter. On attend, tu sais qu'il va passer, on parle un peu, 5 minutes, 10 minutes, voilà. Passe le temps. L'hiver, le commerçant lutte contre l'isolement, mais son chiffre, il le fait surtout en été. En 3 mois, on fait la moitié de l'année, facile. On travaille entre 18 et 20 heures par jour. Le défi, c'est donc de trouver le juste équilibre entre haute et basse saison. C'est toujours compliqué parce qu'il faut calculer à chaque fois. Pour faire face aux obligations, tout ce qui est charge et compagnie, c'est ça qui nous met dedans tous. Car si les clients se font rares en hiver, il faut charcuter pour achalander la boutique. En tout, l'entreprise emploie 4 salariés en CDI. Bonjour à Jean-Christophe et à toute l'équipe. Et si à l'ADEC on peut arriver à faire baisser un peu les charges sur les entreprises, et ça permettra à des entreprises de se développer un petit peu, d'investir et d'augmenter les payes sur les employés, ce qui relancerait l'économie. Alors Jean-Christophe Angelini, la question qui est posée, c'est celle peut-être de la compétitivité des entreprises, le poids des cotisations salariales, patronales. Est-il possible de l'alléger sans hypothéquer d'ailleurs les services qui peuvent être rendus par ailleurs à l'ensemble des citoyens? Alors, monsieur a parfaitement raison. Il évolue dans une région que je connais bien, confronté à des difficultés que je mesure tout à fait. Et je voudrais d'un mot lui rendre hommage parce que nos héros, et je le dis sans emphase, ils sont là. Ils sont dans ces activités qui, au quotidien, y compris dans des zones rurales et de montagne, perdurent en dépit des contraintes qui sont nombreuses. Je vais en énumérer quelques-unes très vite. Quand vous êtes dans l'intérieur, comme c'est le cas de notre ami ici, vous avez la question, d'abord, des charges fiscales et sociales, structurellement inadaptées. Vous avez, à la marge, dans ce cas-là, mais de manière beaucoup plus centrale dans d'autres, le surcoût matière. Vous avez le surcoût transport. Vous avez dans d'autres secteurs, je crois qu'on va le voir un peu plus tard, la question de la manœuvre détachée. Et vous avez aussi, il faut le dire sans langue de bois et clairement, le problème du statut d'auto-entrepreneur qui, tel que déployé depuis quelque temps, crée une forme de concurrence déloyale. Exactement. Et une iniquité entre les deux statuts. Exactement, crée une forme d'injustice au sein même du tissu économique. Comment voulez-vous qu'une entreprise normale subsiste dans pareilles conditions? Justement, j'oublie d'autres paramètres. Quelles sont les mesures Alors, les mesures possibles? Elles sont facialement simples, mais elles sont beaucoup plus compliquées à obtenir et à mettre en œuvre. Elles relèvent, de mon point de vue, non pas uniquement de ce que j'appellerais une embellie ou une aubaine fiscale. Je pense par exemple à une zone franche très ponctuelle, dont nous ne mésestimons pas les effets et que nous continuons de revendiquer pour la Corse. Mais ce que nous disons, c'est qu'on a besoin d'un cadre beaucoup plus structurel. C'est la raison pour laquelle on parle d'un statut fiscal et social
beaucoup y travaillent depuis quelque temps. Le président de l'Assemblée, l'ADEC, le conseiller stratégique Guillaume Guidogne a élaboré un corpus de propositions en liaison également avec les groupes de l'Assemblée. On veut proposer quelque chose à court terme parce que l'on estime que la Corse a besoin d'un statut nouveau de ce point de vue-là. Alors en finir en fait avec sans doute les dérogations, mais ce statut fiscal, quelle serait sa vocation ? Sortir de la rente, dynamiser davantage l'économie avec quelques mesures. Quelles seraient-elles ? Favoriser le crédit d'impôt Il faut effectivement dynamiser l'économie de production. Pour cela, ça passe à un moment donné par le maintien en l'état d'un certain nombre de taux de TVA. Ça passe bien sûr par le renforcement du crédit d'impôt qui n'est pas antinomique d'une forme de zone franche qui est déjà plus rurale fort en Corse que dans d'autres régions. Effectivement, on avait obtenu ces derniers mois, notamment dans le cas des assises des TPE, que son taux soit relevé de 20 à 30%. Mais nous continuons de dire, pour le crédit d'impôt en particulier, qu'il faut d'une part élargir l'assiette et le spectre des activités qui en bénéficient, et d'autre part, entrer également tout ce qui est investissement dans l'immatériel, qui devrait à un moment donné aussi être éligible pour certains. Donc on voit bien qu'on peut aller plus loin avec un taux à 30%, et à côté, des mesures qui relèveraient effectivement d'un allègement pérenne, et non pas dérogatoire, comme vous l'avez dit, ou ponctuel, des charges fiscales et sociales qui sont structurellement inadaptées. Quand vous voyez Taïuzulac ou Perro-Casevecchie, avec la même fiscalité que l'Île-de-France ou le Grand Lyon, vous vous pincez. Mais c'est pourtant la vérité. Haute entreprise, autre question de Tania Andréo maintenant. Cette créatrice d'entreprise s'est lancée dans la vente de produits de beauté. Elle a bénéficié de la Dinitsa, l'incubateur de l'Agence de développement économique de la Corse. Malgré quelques difficultés, vous allez le voir, elle reste très déterminée et croit dans le développement de cette filière en Corse. J'aime beaucoup me retrouver en nature et rêver, sentir, toucher, voir les plantes à différentes saisons. Elle aime tellement ça qu'elle en a fait son métier. Tania Andréo est dans les cosmétiques, elle tient une boutique à Calvi et un site internet. C'est vraiment ce que je voulais faire depuis toujours et particulièrement les cosmétiques en Corse parce qu'on a une richesse de flore qui est vraiment importante. Dites-lui plante ou beauté. On a plus de 2600 espèces sur l'île, on en exploite vraiment qu'une bonne vingtaine. Et elle vous parlera pendant des heures. À 27 ans, Tania Andréo collectionne les diplômes et les expériences professionnelles. Licence de formulation cosmétique à Marseille, master de commerce en alternance dans un laboratoire spécialisé à Grasse. Dernière étape, Corté, pour un master 2 à l'Institut d'administration des entreprises. À peine quittée les salles de classe, fin 2013, elle intègre une couveuse d'entreprise et monte sa boîte. Mais tout ne se passe pas comme prévu. J'ai eu 2 mésaventures consécutives, donc une association qui n'a pas fonctionné et un partenariat commercial qui a été une mésaventure aussi et qui, pour les deux, m'ont coûté des frais de justice qui sont quand même lourds. Résultat, de grosses difficultés de trésorerie. Pourtant, elle a doublé son chiffre d'affaires depuis l'année dernière, 200 000 € par an, dont 70% proviennent de la boutique et 30% du site internet. Mais entre le loyer, les prêts à rembourser, les taxes et les cotisations, elle n'arrive toujours pas à se verser de salaire. Alors, la jeune chef d'entreprise cherche des solutions car elle croit en son projet et qu'elle se sent responsable envers ses 30 fournisseurs. Pour trouver de l'aide, elle a frappé à de nombreuses portes, mais n'entre dans aucune case. C'est toujours difficile de rentrer dans les critères d'un dispositif. En fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui ne correspond pas. Et malheureusement, il n'y a pas de flexibilité et d'adaptabilité sur ce genre de choses, ce genre de dispositif, parce qu'on ne fait pas de cas par cas. Mais malgré les doutes, la Calvez n'est pas du genre à se décourager. Il y a toujours une part de moi qui me dit « mais si tu arrêtes tout, ok, oui, tu n'auras plus de galère, mais après, est-ce que tu vas sourire tous les jours comme tu souriais avant? Est-ce que tu vas avoir tes tripes qui vont avoir des papillons, ton ventre qui va exploser quand il y a une bonne nouvelle? C'est sûr, être chef d'entreprise, c'est beaucoup de galères, mais c'est aussi tellement de bons moments. Cet hiver, elle retourne donc sur le continent. Sélectionnée par un accélérateur de start-up privé, elle va passer 2 mois à Toulouse. Objectif, structurer sa société et trouver des moyens de développement. Monsieur Angelini, alors ma petite question, j'ai pu voir votre ambition concernant le secteur de la cosmétique en Corse. Donc je voulais savoir quelle était vraiment votre stratégie à ce sujet et quel type de soutien allez-vous proposer pour structurer cette filière qui pour moi est une filière d'avenir. Votre réponse, Jean-Christophe Angelini, sur l'avenir de cette filière cosmétique en Corse? D'abord, j'aime beaucoup la manière dont elle parle de l'entreprise.
Et c'est cet état d'esprit qu'on veut diffuser en Corse, à savoir qu'il est aujourd'hui urgent de créer son activité et son emploi par l'entreprise privée. Et quand on entend des jeunes qui, comme ça, prennent des risques avec un niveau de qualification élevé et pertinent, on se dit qu'effectivement, il faut que ça fasse école et que ça fasse tache d'huile. Sur le plan de la filière PAM et Cosméto, je suis heureux que la question soit posée parce que ça me permet de mettre en lumière notre stratégie. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de développement durable qui est attaché à cette filière. Et par filière, encore une fois, de manière très claire, j'entends un ensemble d'activités qui n'est pas encore, de mon point de vue, assez coordonné et assez structuré. Il y a un gisement d'activités et d'emplois à forte valeur ajoutée. La Corse bénéficie là aussi d'une identité, d'un terroir, de savoir-faire qui sont véritablement très forts. Alors aujourd'hui, qu'a-t-on fait ? C'est un marché très concurrentiel aussi au-delà de la Corse. C'est un marché hyper concurrentiel. Aujourd'hui, on a des pays, notamment en Europe de l'Est, qui se positionnent très fort et qui posent des difficultés, notamment à des petits pays comme le nôtre. Mais pour autant... Ne serait-ce qu'en parlant, par exemple, de l'huile essentielle d'Immortel. Par exemple. Mais je crois que la typicité de nos productions ajoutée aux capacités qui sont celles de nos acteurs, elles peuvent nous permettre d'être concurrentiels et d'être attractifs, l'idée n'étant pas de les concurrencer par le nombre ou par un phénomène de marque trop flou, mais au contraire de le faire par la typicité, la qualité, la labellisation, la marque Corse. Alors de ce point de vue-là, qu'avons-nous fait ? Je commencerai d'ailleurs par là. On pense qu'il y a un vrai sujet de propriété industrielle. On a eu un exemple récemment, on a été alerté par des acteurs de la filière, on a des plants d'Immortel de Corse qui ont été installés quelque part dans le sud de la France, et ça pose des difficultés, parce qu'on parle beaucoup... C'est de la contrefaçon, en quelque sorte. C'est une forme de contrefaçon. On parle beaucoup de spéculation foncière et immobilière, à raison. Il faudrait aussi qu'on parle de spéculation identitaire. Aujourd'hui, sur la tête de mort et l'identité de la Corse, on fait souvent tout et n'importe quoi. Donc dans ce cas-là, on avait un exemple, on en a d'autres. Fort heureusement, d'un point de vue technique, on a en matière de chromatologie des molécules qui voyagent mal et qui font que la plante en question ne véhicule pas les mêmes caractéristiques et n'offre pas les mêmes qualités que celle qui est développée dans l'île. Donc on a fort heureusement un capital qui demeure, mais on doit le protéger. Donc il y a un enjeu de propriété industrielle sur lequel on travaille beaucoup à l'ADEC. Deuxièmement, il y a un enjeu d'articulation entre d'une part les producteurs de PAM et d'autre part la filière, notamment la filière cosmétologie. Aujourd'hui, il faut relier les deux. Il faut que les besoins de ceux qui investissent et qui plantent soient reliés, connectés avec les besoins de ceux qui transforment. Je pense à des exemples très frappants, très spectaculaires en matière par exemple de parfums. Xavier Thor, Marc-Antoine Cortitiat, etc., qui véhiculent des exemples forts. Je pense en matière d'huile essentielle aux quatre coins de l'île à des tas d'acteurs, la filière qu'organise Brigitte Artil et tant d'autres, les frères Co. Il y a véritablement un sujet économique fort pour peu qu'on articule vraiment les deux. Et troisièmement, il faut prendre des initiatives. Je pense que l'on peut réfléchir aujourd'hui de manière opérationnelle à la création d'un laboratoire public qui associerait l'université, les labos de recherche, les acteurs de la filière, qu'on doit également définir, on est en train de le faire, une typologie d'aide, y compris d'aide financière, qui soit adaptée aux besoins du secteur. C'est un secteur qui, pour l'instant, n'était que trop peu couvert par l'aide publique. Sinon, dans le giron de l'ODARC, l'ADEC, conjointement avec l'ODARC, veut s'en emparer et proposer des mesures financières, y compris à l'endroit de ces acteurs-là. Dernière parole de chef d'entreprise, oui. Et on va très vite, parce que le temps file, pas besoin de la présenter. Françoise Ciavaldini dirige les eaux de Zilia dans le village qui porte le même nom, en Balagne. Une entreprise de 16 salariés, bien installée. Et pourtant, vous allez voir, cette entreprise rencontre des difficultés au quotidien. C'est une découverte signée encore Maya Gradiani et Tariq Kaldi. Zilia se trouve donc géographiquement au pied d'une montagne, donc dans le Monte Grosso, qui nous donne cette super vue. Françoise Ciavaldini dirige l'usine d'eau minérale de Zilia. Par contre, nous avons des difficultés, nous sommes en bout de réseau et aujourd'hui, vraiment, il faut trouver une solution. Alors, toujours des problèmes avec le haut débit ? Internet. À Zilia, il y a des jours avec et des jours sans. Dans les bureaux de l'usine, les personnels administratifs vivent à l'ère du numérique, mais parfois, c'est retour au siècle dernier. Plus aucune connexion au web, voire même plus de ligne téléphonique. Difficile pour la secrétaire commerciale de gérer les commandes dans ces conditions. Si je n'ai pas Internet, généralement, ça me bloque le logiciel de gestion et je suis obligée de faire des bons manuels le temps que Internet revienne pour pouvoir les faire directement à l'ordinateur. Donc, enfin, on travaille à l'ancienne. 2 fois plus de travail et 2 fois plus de risques de faire une erreur. Alors qu'en plein été, il faut préparer entre 8 et 10 remorques par jour.
Côté production, on dépend aussi d'Internet. En 2010, la société a investi 2 millions d'euros dans des machines dernier cri. Celle-ci fabrique et remplit 12 000 bouteilles d'eau à l'heure. À l'intérieur, tout un tas de processeurs qui tombent parfois en panne. Quand ça arrive, les techniciens de l'usine n'ont qu'un geste à faire. Brancher leur ordinateur, le constructeur se charge de la maintenance. Il me faut un gros débit Internet pour faire ça. Parce que les gars qui vont travailler ne vont pas travailler une ligne par une ligne. Il y a des milliers et des milliers de lignes sur la machine. Donc il faut qu'on ait un gros débit pour que les gars puissent analyser tous les problèmes qu'on a sur la machine et résoudre le problème assez rapidement. Donc si cette machine-là ne tourne pas, l'usine est arrêtée. Tout se fait par Internet, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est un pilier. Il y a quelques années, c'est vrai, au tout début de Zilia, on n'en faisait pas cas, mais aujourd'hui, c'est vital. En tout, l'entreprise emploie 16 personnes à temps complet. Monsieur Angelini, bonjour. Pour nous, les entrepreneurs du rural, aujourd'hui, j'ai une simple question. Est-ce que la CTC a les moyens, la volonté, dans son programme, dans ses projets, de changer notre quotidien en nous augmentant le réseau Internet ou la fibre optique, mais qu'on nous fasse quelque chose pour que l'on puisse travailler correctement? Merci. Comment parler de développement alors même que l'essentiel n'est peut-être pas encore disponible pour les chefs d'entreprise? Et l'exemple de cette entreprise n'est pas unique, puisque dans la basse vallée de la Gravonne, près de Tavaco, certains chefs d'entreprise sont aussi confrontés à ces difficultés. Effectivement, j'entends la question de Françoise de Ciavaldini. On a d'ailleurs l'occasion d'en parler il y a quelques temps. Sur le numérique, très vite, on a voté en juillet dernier un plan d'une ambition totalement inédite en matière d'aménagement numérique qui s'appelle Corsica Ambizione Numerica et à travers lequel on a mis sur la table, pour le dire un peu rapidement, 62 millions d'euros. On a récupéré des crédits du PEI, du programme investissement d'avenir, du FEDER, etc., qui étaient jusque-là en difficulté, entre guillemets, ou en déshérence, et on les a mis en perspective. Mais quand cette entreprise pourra-t-elle bénéficier d'un alignement numérique? Je réponds, voilà, dans le cadre d'une stratégie totalement inédite et nouvelle. À partir de là, pour répondre donc à la question précise, nous avons lancé un certain nombre de lots qui donnent lieu à des réponses. Je vous dirais techniquement que le premier, qui concerne la délégation de services publics, affaires concessives sur ce sujet-là, montée en débit, très haut débit, etc., a donné lieu à une réponse de la totalité des acteurs, des grands acteurs français et européens du domaine, et donc il y a une belle émulation sur l'île. Je réponds, dans un délai pertinent de 2 à 3 ans, le retard numérique de la Corse sera en très grande partie comblé, d'autant que l'on va y ajouter une couverture particulière pour les zones de montagne, que l'on va y ajouter une couverture via les FTTH, Fiber to the Home, qui passera par 40 à 50 000 prises que l'on va également déployer sur le territoire, et on va également œuvrer dans le domaine de l'inclusion numérique avec une véritable stratégie qui effectivement passera par les infrastructures, mais aussi par le développement des usages, un service public de la médiation numérique, tant d'autres choses. Non, vraiment, dans le domaine, je crois que d'ici 2 ou 3 ans, on devrait obtenir des résultats tout à fait intéressants. Merci Jean-Christophe Angelini d'avoir accepté notre invitation. Naturellement, il y a bien des secteurs que nous n'avons pas traités, le BTP, le tourisme, l'hôtellerie, le développement du numérique aussi avec l'innovation. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avons vu maintenant quels sont les grands enjeux en matière économique pour les années à venir. Voyons maintenant comment faire de façon pratique, c'est l'info pratique. Merci Jean-Christophe. Jean-Christophe. Et cette info pratique, c'est naturellement en compagnie de Linda Gendre-Peretti. Bonsoir Linda. Quand on parle des aides de l'Agence du développement économique de la Corse et de la collectivité territoriale pour les entreprises, on parle naturellement de subventions. Oui, et une subvention, c'est d'abord de l'argent public donné à l'entreprise ou qui sert à payer une prestation pour elle. Mais ces subventions, qu'elles viennent de l'État, de la région ou de l'Europe, depuis plusieurs années, elles diminuent comme peau de chagrin. Et les aides directes, sur la base de sommes données, sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus encadrées. On vient de le voir avec le SRDE2I. Alors, de moins en moins d'aides directes, y a-t-il d'autres dispositifs? Oui, notamment à travers la plateforme Corse Financement. Différentes structures développent des produits financiers variés. Ça va du microcrédit au prêt à taux zéro, la garantie bancaire ou du financement en haut de bilan. Ces dispositifs complètent par ailleurs des aides à l'emploi, à l'investissement ou à l'exportation, par exemple. Alors, différents types de dispositifs, différents outils. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une simplification ?
Pas vraiment. La multiplicité des acteurs et des services proposés par chacun de ces acteurs a vraiment de quoi perdre n'importe qui si on veut rentrer dans le détail. Et c'est pourquoi déjà depuis plusieurs années, tout a été organisé pour essayer de simplifier et fluidifier le parcours. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de comprendre ou de savoir qui va pouvoir intervenir et comment pour pouvoir être aidé, soutenu financièrement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire tout simplement, il y a une étape à retenir, la DI. C'est une déclaration d'intention. Un document de 3 à 4 pages, pas plus, qui permet de présenter l'entreprise ou la structure qui porte un projet, le montant global et les grandes étapes de ce projet. Cette DI est accessible sur Internet, sur le site de l'ADEC. Mais l'entrepreneur peut même, dès cette étape, se faire aider pour la remplir par son expert comptable, la CCI, la chambre de métier ou même par la structure qui l'a aidé à monter son entreprise. Alors vous dites pas besoin de comprendre qui fait quoi, vraiment ? En fait, oui, parce qu'une fois que la déclaration d'intention envoyée avec accusé-réception pour bien qu'il y ait une preuve est enregistrée, ce sont les services de l'ADEC qui orientent directement sur les solutions de financement adaptées au projet. Ensuite, les conseillers de l'ADEC, les experts comptables, les professionnels de la CCI ou de la chambre de métier et les outils de financement eux-mêmes accompagnent, aident l'entrepreneur dans le montage du dossier de demande d'aide. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Et en fait, à ce stade-là, il vaut vraiment mieux ne pas rester seul. C'est un dossier de demande d'aide publique. Quand on ne l'a jamais fait, c'est vraiment très compliqué. Alors, si je vous ai bien suivi, Linda, pour résumer, il faut retenir une seule chose, c'est la DI. Avant d'engager le moindre euro, il faut déposer cette déclaration d'intention à l'ADEC. C'est le premier réflexe à avoir dès qu'on sait quelles seront les étapes et le montant du projet qu'on veut porter. Aucune action, aucune facture payée avant que la DI n'ait été enregistrée ne pourra faire l'objet d'une aide quelconque. Merci Linda pour toutes ces explications et cette DI, cette déclaration d'intention, la voici. En ce début 2017, nous retrouverons notre feuilleton de l'écho au quotidien avec un apprenti, un hôtelier, une commerçante et une nouveauté, des collégiens à la découverte du monde de l'entreprise. Ce feuilleton est signé Caroline Ferrer et Stéphane Napera. Ce mois-ci, nous retrouvons Thibaut sur un chantier aux environs de Cargèse. Avec la rentrée de janvier, notre apprenti dans le secteur de la climatisation a fort à faire dans son milieu professionnel. Il faut rester investi alors que les Olympiades des métiers approchent. Et cette concentration permet à Thibaut de détecter une anomalie technique. Tout à l'heure, il y avait les deux là qui étaient inversés. Une autre sur le neutre et la terre avec la terre. Du coup, on finira le système de flotte. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2017 ? Le diplôme, les Olympiades, une médaille, et je sais pas. Et peut-être un CDI en septembre. Des objectifs qui, pour certains vu les qualités de Thibaut, devraient être facilement atteints. Il a commencé en LEP. J'ai fait des stages avec toi quand il avait fait des stages en LEP, ouais, donc le but c'est qu'il reste avec moi. Vous avez un CDI ? Oui, bien sûr. C'est prévu. Donc Thibaut a CDI en septembre alors ? On verra bien, on espère. Ou peut-être qu'il se mettra à son compte et qu'il m'embauchera. Alors que notre apprenti a marqué des points, retrouvons à présent Jean-Michel, notre hôtelier, qui ne sait plus où donner de la tête tant il est lui aussi affairé sur les travaux. La couleur c'est ce qu'on voulait. On va continuer comme ça. Merci. La fermeture hivernale est propice à une remise à neuf de l'établissement, sans négliger bien sûr la piscine. Nous sommes en train de passer un imperméabilisant pour rendre plus étanche le bassin. Ensuite viendra le collage des carreaux et autour de la piscine, donc sur la plage, nous allons poser un tech. Côté déco, il y a aussi du nouveau. Fini les couvre-lits, désormais place aux couettes, jugées plus modernes par la clientèle. Dans le viseur de Jean-Michel, obtenir à terme la 4e étoile. Si je ne suis pas prêt, je ne le ferai pas. Parce qu'en fait, je ne veux pas avoir de mauvais avis. Je veux vraiment être bien pour la demander. Techniquement, je sais que je peux le faire, mais après, c'est au visuel. Il faut que je sois vraiment prêt et au top, on va dire. Compliqué pour 2017, même si Jean-Michel a déjà investi plusieurs centaines de milliers d'euros. Pas simple non plus alors que toutes les décisions doivent être validées en famille, notamment par sa belle-mère, même lorsqu'il s'agit de déterminer l'emplacement de la nouvelle machine à café. Bon, la machine à café, si on la met là... Monica, elle fait 50.
Et alors? Elle sort de ça. Elle sort de 10 cm, elle est là. Oh, bah écoutez, les machines, j'ai jamais vu ça, les machines comme ça, moi. Faites attention de ne pas trébucher, là. Hein. Se montrer patient en ce début d'année, c'est aussi la devise pour Annie. Son stock est enfin liquidé, elle s'est même rendue à Paris pour se former au bio. Mais l'ouverture de l'épicerie en vrac, prévue initialement en décembre, sera finalement repoussée en mars, en cause des tracasseries administratives. Quand on lance ce genre d'entreprise, que ce soit un commerce, que ce soit... C'est vrai qu'on n'a pas de filet de sécurité. C'est vrai que du moment qu'on arrête l'activité et qu'on est en train d'essayer d'en créer une autre, on n'a aucun revenu. Donc du coup, on a aussi des impératifs de temps. Hein, parce qu'on ne peut pas rester non plus sans rien faire et sans revenu. Car l'aventure entrepreneuriale est semée d'embûches. Ces élèves de 3e du collège des Padules d'Ajaccio en savent déjà quelque chose. Depuis septembre, ils ont monté une mini-entreprise. Dorénavant, nous les suivrons aussi lors de ces prochains mois. On a besoin minimum de 500 € pour pouvoir lancer le projet. Du coup, on vend un ticket 4 € pour rentabiliser les fonds. Après le choix du nom et les statuts de l'entreprise, les jeunes travaillent désormais sur le prototype de leur futur distributeur de confiture. On met la confiture dans la machine, et après on met le pain, et on a juste à passer dessus et ça mettra la confiture dedans, sur le pain. C'est ton idée avec toi? C'est l'idée du groupe. Parmi ces jeunes, certains sont en difficulté scolaire. L'expérience permet de découvrir des talents insoupçonnés. Là, par exemple, ils travaillent sur le logo. On va déceler un gosse qui va s'investir sur du dessin. On n'avait pas pensé. Avant de nous quitter, allons au CFA où Thibaut s'entraîne de façon de plus en plus intensive pour les Olympiades. Aujourd'hui, il s'attaque même à l'un de ses points faibles, le travail du cuivre. Si tu le recules d'un centimètre, il recule d'un centimètre. C'est clair. Tu vois, je veux dire? Je suis con de ça. Mais c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, pas sur le fait que tu sois con, mais sur le fait de reculer. Le compte à rebours a commencé. Nous retrouverons Thibaut le mois prochain dans la dernière ligne droite avant le concours. Effectivement, prochain épisode de ce feuilleton, ce sera le 15 février prochain. Nous vous proposerons une émission spéciale consacrée à l'emploi et à la formation. Pour l'occasion, nous serons au Job Forum d'Ajaccio. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, je l'espère.